cité Émeraude à Libreville. Ce vaste chantier incarne la volonté du président de la République de doter l'administration publique d'un patrimoine immobilier moderne. Nous sommes déjà sur 18 mois de réalisation. La cité Émeraude a une capacité de 717 bureaux avec une capacité de 3 hectares de superficie. Et nous comptons livrer ce chantier dans 6 mois à peu près. Située au boulevard Bessieux, dans le 2e arrondissement de la capitale, la cité Émeraude regroupe les services administratifs de l'État dans un cadre unifié, moderne et proche des citoyens. Le complexe comprend 14 immeubles à usage administratif, dotés d'espaces de bureaux, de parkings, de zones de services et d'un réseau numérique intégré. Du BTP, il génère des centaines d'emplois directs et indirects, s'inscrivant ainsi dans la dynamique nationale de relance économique et de soutien à la main-d'œuvre gabonaise. On a une main-d'œuvre gabonaise qui a à peu près un taux de 75%. Nous avons 4 entreprises qui sont commises à la tâche. Il y a 3 qui sont pour l'exécution de la construction et une qui est pour la voirie. Le chef de l'État a un regard sur ces projets-là parce qu'il a à cœur de voir les ministères trouver leurs locaux, être propriétaires des locaux, parce que ça faisait une dépense énorme à l'État. En bâtissant cette cité, le président Brice Clotaire Oligui Nguema ne construit pas juste des murs. Il érige les fondations d'un Gabon moderne, ordonné et maître de son destin. Le Gabon écrit une nouvelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité sur gabonannonce.com. Nous sommes là dans une édition spéciale, le plateau spécial réservé à un invité de marque que vous allez tout de suite écouter. Je me fais le plaisir tout simplement de vous présenter le président de MOCAP. J'ai souvent des difficultés avec cette prononciation, MOCAP. Monsieur le Président, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau spécial de Gabon Annonce Live. Bonsoir. Et c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'accordez ce jour dans vos antennes et que je découvre aujourd'hui également. Merci. Alors, Monsieur le Président, pour commencer, pouvez-vous nous présenter, vous présenter à nos téléspectateurs qui est Monsieur Mapangou sur le plan humain et politique? C'est un exercice auquel je suis souvent soumis, où je me prête le plus souvent parce que je suis face aux médias. Je suis Mapangou Dibangou Sten Fernand, fils de Dibangou Yaba François et de Mahanga Rose. Je suis de la province de Nyanga, pour nous des pères et des mères, village Mioma et Dubinda également, pour ceux qui connaissent bien la province de Nyanga. Mais j'ai aussi des racines du côté de Mongo. Voilà un peu pour ce qui est de mes origines au niveau de la province de Nyanga. Je suis né le 27 juin 1976 à Tchouanga. J'ai fait mes études primaires, j'ai commencé à Tchibanga, puis à Libreville. J'ai continué mes études primaires à Libreville jusqu'aux études supérieures, donc à l'université Omar Bongo. J'ai fait mon premier cycle secondaire au CES public de la Québec en 92, admis en classe de 6e, après l'obtention de mon concours. Nous fûmes la première promotion alors que l'école conventionnelle venait à peine de quitter le site. Et donc, c'est nous qui remplacions l'école conventionnelle qui
était devenu à ce moment-là, sur décision des hautes autorités de la République, devenait le collège d'enseignement secondaire public d'Akébé, CESPA. Et je fais partie de ceux qui étaient de la première promotion. Nous fûmes dans cet établissement de 92 en 96, lorsque nous obtenions notre passage en seconde pour le lycée d'État. D'autres allaient au lycée Lombard en fonction de moyenne. Donc j'ai fait mon second cycle au lycée d'État de l'Estuaire, où j'ai obtenu mon baccalauréat série B. Je suis envoyé à l'université Omar Bongo en faculté de sciences économiques et sociales. Arrivé à l'université, beaucoup, surtout nous autres qui étions ou qui sommes des fils des prolétaires, nous n'avions pas des moyens de nous prendre en charge au niveau de l'université, surtout qu'on n'avait pas la possibilité de nous offrir les cours, parce qu'à l'époque, on nous vendait les cours à 25 000 francs et des cours incomplets. Donc nous fûmes obligés plutôt de payer les cours avec les caciques qui étaient déjà dans le complexe universitaire, parce qu'à l'époque, il y avait l'institut de gestion qui était dans le complexe. Donc on achetait les cours et plusieurs d'entre des étudiants, parmi lesquels moi-même, nous décidions justement de partir de l'université pour tenter des concours. Malheureusement, j'avais tenté le concours de gendarmerie à l'époque. Nous l'avions passé un dimanche. J'ai obtenu ce concours de gendarmerie, mais je m'étais dit, je voulais pas faire la gendarmerie parce que mon père me disait souvent que toi tu as une colère, tu ne dois pas faire l'armée. Si tu fais l'armée, tu vas tuer les gens. Donc chaque fois que tu vas voir les bandits, tu vas vouloir les tuer. Donc voilà, je suis pas parti. Je n'avais pas répondu présent à ce concours de la gendarmerie. Et puis j'ai poursuivi mes études supérieures pour justement avoir le minimum qu'il fallait. J'ai dû m'inscrire dans des établissements privés, dans un institut supérieur de comptabilité pour avoir au moins le minimum. Mais puis après, je n'avais pas les moyens. Il fallait que je me prenne en charge. J'avais ma copine à l'époque qui est devenue mon épouse aujourd'hui. On va avoir la première grossesse, donc notre première fille qui va naître. Et il fallait nécessairement que je prenne soin de ma copine à l'époque, mon épouse aujourd'hui, pour m'occuper de ma fille qui va naître, qui était encore à l'époque dans les entrailles de sa maman. Et là, je vais me battre pour me donner les moyens de prendre soin de ma copine, donc de la grossesse. Je vais aller travailler, faire des bricoles, mais en même temps, il fallait faire le cours du soir à l'Institut de gestion, il fallait faire le cours du soir, il fallait nécessairement aller à l'école parce que je n'avais pas de choix. Puis à un moment donné, je n'avais plus les moyens de me payer les cours. Donc j'ai dû stopper cette année-là, en 2001-2002. J'ai dû stopper mes études parce qu'il fallait que je travaille un peu. Le papa de ma copine me faisait des pressions et je ne voulais pas que mon enfant aille ailleurs. Bref, je vais vous épargner les détails et puis je vais intégrer un institut de formation qui va dans lequel je vais intégrer, je vais prendre l'option investigation, information et recherche, et renseignement plutôt. Donc je vais intégrer cet institut et puis je fais d'abord les cours par correspondance, puis après je vais quand même offrir le moyen de pouvoir me déplacer. Je vais aller faire ma formation sur place pour 18 mois. Puis je reviens pour essayer de trouver un emploi. Je vais travailler dans l'investigation de façon discrète. Puis je gagnais bien mon compte parce que c'était nécessaire, c'est ma profession. Mais je suis à la base un investigateur parce que c'est un métier qui me passionnait tant. Mon hymne
de l'ami de mon papa, qui est celui dont je porte le nom et le prénom plutôt, Stan Fernand. C'était un investigateur dont j'ai voulu faire le renseignement, me passionnait tellement. Et en tant que civil, il fallait nécessairement trouver des partenaires, des personnes qui devaient m'engager. Bon, bref, j'ai pu faire ce que j'ai pu faire. Je me trouvais aussi des moyens de pouvoir travailler et prendre ma petite famille qui commençait déjà en charge. Et après toutes ces formations, parce que je vais être formé pour justement le suivi des enquêtes, lorsque les enquêtes sont ordonnées par le parquet, par exemple, et qu'on ne trouve pas nécessairement les informations qui doivent étayer, du moins accompagner le dossier. Nous faisions un travail discret pour justement avoir des informations nécessaires. Bref, je vais intégrer également une société appelée Somiex à l'époque, parce que je vais perdre le partenaire, je n'aurai plus la possibilité de travailler avec d'autres partenaires. Je vais intégrer une société Somiex qui était dans l'import-export. Et là-bas aussi, je vais travailler pendant pratiquement 4 ans. Et bref, je vais continuer encore à signer d'autres contrats avec des sociétés et des services de la place. Je peux faire taire les noms par discrétion parce que c'est des services particuliers. Puis jusqu'à ce que je vais travailler à mon compte personnel, je vais mettre en place une agence privée d'investigation pour recueillir toutes les informations nécessaires lorsque nous avons besoin d'enquêtes complémentaires, d'autres qui pourraient justement permettre à certains jugements d'avoir une clarté sur le rendu. Et des personnes nous contactaient pour avoir des informations nécessaires. Et donc, je vais continuer à travailler dans cette optique-là. Et puis après, je vais décider de pouvoir créer autre chose qui me permettrait d'être un peu plus visible. Après, je vais dire quoi? Généralement, je ne sais pas souvent trop bien parler de moi-même. Puis après, je vais signer un contrat avec une société également qui faisait dans l'import-export également, pour l'import des véhicules et la vente aussi des véhicules. Je vais intégrer cette société-là. Je vais travailler pendant pratiquement 3 ans. Puis après, bon, c'est comme tout bon Gabonais qui sait se battre. Je vais rentrer dans la politique. Justement, sur votre parcours politique, nous allons d'abord rester à ce niveau-là. Sur votre parcours politique, quel a été votre parcours politique et quels sont les grands moments qui ont marqué votre engagement au service du Gabon? Bon, il faut avouer que la politique, au départ, lorsque j'étais encore au lycée, à l'époque du défunt Simplice Nguende Manzela, les autorités du parti politique, du parti démocratique, lors des échéances électorales, nous cooptaient dans les lycées et collèges, et même jusqu'à l'université d'ailleurs, pour battre campagne à l'époque du candidat unique, le feu Omar Bongo. Et là, nous voyagions pour aller, par exemple, à Koulamoutou, on allait dans les provinces. Et puis, j'ai découvert un peu le milieu politique. À un moment donné, ça va m'intéresser. Puis après, vu certaines choses qui se faisaient à l'intérieur, mais je m'étais rendu compte qu'en fait, la politique il n'y avait rien de vrai. C'était beaucoup plus du faux plutôt que du vrai. Mais il fallait nécessairement se servir du faux pour être bien vu. Comme naturellement, foncièrement, je ne supporte pas trop être faux, je préfère peut-être
donner de ma personne ce que qui peut être méprisable plutôt que de donner ce qui peut être louable. Donc généralement, je suis très effacé de ce côté. Donc je vais quand même accepter d'intégrer le milieu politique pour essayer d'être un peu le moins, peut-être m'afficher sous forme de moindre, qu'on m'aurait peut-être pas forcément vu au premier plan, mais je faisais un travail énorme. Et donc là, je vais rentrer en politique, je vais intégrer en politique dans la jeunesse du Parti démocratique gabonais, mais je ne vais pas signer ma fiche d'adhésion. Je disais toujours à mes compatriotes que je vais signer, je vais remplir ma fiche d'adhésion, mais je n'avais jamais rempli la fiche d'adhésion. Mais je travaillais. Je travaillais pour le Parti démocratique. Une chose m'avait un peu découragé, c'est ce que nous faisions à l'époque pendant les élections présidentielles ou législatives. Les jeunes sont beaucoup utilisés par les autorités politiques. Donc, le travail que nous abattions, je me rendais compte que bon, ça me faisait un peu d'argent, ça faisait que bon, je sois à l'aise, je mange, que je me loge. Mais en même temps, je n'avais pas trop de conviction pour faire cette politique. Par contre, j'avais une autre vision que je voulais développer en politique. C'était la politique de la justice, la politique de la vérité, qui venait justement mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que j'étais profondément convaincu que ça ne devrait pas être une vision bienvenue au regard de ceux qui protégeaient la politique sous une forme beaucoup plus sombre, peu orthodoxe. Et donc j'ai pu développer cette idée de la politique autrement, par la justice et par la vérité. Et on peut réussir en politique et on peut la faire de cette façon-là. Bon. Monsieur le Président, oui. Dans cette direction, quelles sont réellement les valeurs qui ont guidé votre action politique depuis le début jusqu'à nos jours? Les valeurs, avant que de répondre aux valeurs, il faut dire que je suis d'abord un citoyen épris de justice. Les valeurs qui ont guidé mon envie d'être en politique dans les coulisses, c'est d'abord les valeurs d'équité, de justice, mais surtout de vérité. Je ne supporte pas être faux, je ne supporte pas faire ce qui est faux, en fait. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, aussi longtemps que vous allez rester faux avec le temps, vous finirez par être mis à découvert et en ce moment-là, ceux qui estimaient que vous étiez quelqu'un de vrai, quelqu'un de bien, que penseront-ils? Donc moi, je suis un peu le genre qui peut mourir avec la honte. Donc c'est pourquoi j'ai du mal à intégrer ce qui est faux. Parce que moi, la honte peut me tuer, sincèrement. Ça peut me mettre vraiment mal en point, ça peut me faire souffrir aussi longtemps que possible. Donc ces valeurs-là, d'équité, de justice, de vérité, mais aussi de droiture, ont guidé souvent mes pensées, mes idées, mes positions, pour qu'au moins, n'ayant pas un patronyme, mais au moins par ces valeurs, j'avais la conviction que je pouvais être entendu. Eh bien, au niveau de l'envie de parler en public, je l'avais déjà depuis que j'étais au lycée, depuis que j'étais au collège. J'avais déjà cette envie de parler en public. Et d'ailleurs, j'avais mon enseignant au collège, M. Zida Kofito, mon prof de français. Et à l'université, j'avais M. Ondosa, d'ailleurs, qui... le professeur. Bien sûr, parce que c'est lui qui nous tenait en sciences éco. J'avais aussi un professeur de psychologie, M. Onanga, qui est au Papé, oui. Oui, un prof de psychologie avec qui on a eu quand même, avec qui j'ai pris connaissance, enfin j'ai eu une amitié. C'était un aîné, mais un papa d'ailleurs, qui me disait, écoute, jeune homme, tu as cette éloquence et je souhaiterais que tu développes cette éloquence d'une façon beaucoup plus limpide, plus ouverte, parce que ça te permettrait de te frayer des chemins dans la vie. Et donc, il faut premièrement tuer la peur, la honte, et puis savoir ce que tu dis, être convaincu de ce que tu dois dire, et ne pas dire dans le faux, il faut dire la vérité dans ce que tu dois dire, même si la vérité ne devait pas être dite, mais tu devais la retenir, même si tu devais la retenir, mais la retenir avec beaucoup plus de magnanimité. Et donc,
les valeurs qui ont guidé mon ambition, mon envie d'être en politique, ce sont celles-là, l'équité, la justice, la vérité, mais surtout la droiture. Voilà. Mais je ne les retrouvais pas, malheureusement, avec mes pairs dans cette option politique. Cependant, on doit certainement s'intéresser au mouvement MOCAP. MOCAP, vision et orientation. Pouvez-vous nous présenter le MOCAP, sa mission, ses objectifs et sa vision pour le Gabon? Merci. Parler de MOCAP, c'est parler déjà de mes bases. Parce que, pardon, lorsque j'entamais une formation par correspondance en politique, je voulais avoir des cours par correspondance en sciences politiques. Les moyens étaient tellement courts, mais j'y avais commencé. Je voulais connaître exactement ce que c'est la politique et comment l'utiliser, comment m'en servir. Et puis, comme je n'avais pas suffisamment de rudiments pour parler politique, et donc je me suis dit qu'il fallait que je poursuive cette formation. Malheureusement, elle n'avait pas abouti, faute de moyens. Et je me suis lancé, à contrario, dans l'action civile, dans la société civile. Le MOCAP était un mouvement que j'ai mis en place depuis 2007. Il n'a été légalisé qu'en 2021, je pense. J'ai bonne mémoire. C'est en 2021 que je vais obtenir la légalisation de ce mouvement citoyen apolitique. Qu'est-ce qui va me motiver de mettre en place le MOCAP? Les injustices, la mauvaise gouvernance, l'hégémonie bourgeoise, et les influences politiques, la démagogie. Et ça m'irritait tellement qu'à un moment donné, je m'étais dit, il faut que je vais sortir de la politique pour ne pas être confondu. Et je vais attaquer la politique avec une autre arme. Et donc, l'action civile, la société civile. Et je vais intégrer la société civile. Franchement, parce que je voulais vraiment attaquer l'arsenal politique qui était mis en place pour narguer le peuple, manipuler la population et même la bercer. Parce que, à un moment donné, le peuple ne sait pas parfois qu'est-ce qu'il dit en amont. Qu'est-ce qui est fait en amont? Donc je m'étais dit depuis toujours qu'il fallait nécessairement que j'attaque les ambitions politiques. Et sincèrement, je m'étais vraiment levé pour attaquer ces ambitions politiques. Et je vous l'assure, même jusqu'à maintenant, je ne rigole pas avec ça. Et je me suis dit il fallait que j'ai un cadre réglementaire dans lequel, ou à travers lequel je pourrais m'exprimer. Cependant, à ce niveau, quelles sont aujourd'hui les grandes orientations politiques du MOCAP face aux défis économiques, sociaux et industriels du pays? Le MOCAP, d'abord, il a été créé pour la défense des droits. Disons institutionnel autant pour moi. Institutionnel. Disons que les orientations du MOCAP, sur le plan purement économique, c'est d'abord l'État a l'obligation, il faut le relever. Le MOCAP pense que l'État a l'obligation de répondre aux besoins économiques de la République. Premièrement, il faut penser la gestion parcimonieuse, la gestion limpide, la gestion juste des deniers publics, des ressources de la République, les ressources de l'État. Ces ressources, si elles sont bien gérées, je suis sûr et certain que les projets de l'État pourront être réalisés. Mais si ces ressources ne sont pas bien utilisées, malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est au niveau de la psychologie humaine. La psychologie humaine au Gabon, pour ceux qui, avant le CTRI, bien entendu, avaient la possibilité de gérer les affaires publiques, avaient ces intentions, ils avaient ces intentions de ne pas aimer notre patrie. Parce qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Le MOCAP pense que l'État n'agit pas comme il se le devrait. L'État agit en fonction des a priori, en fonction des influences politiques, en fonction de patronyme, en fonction qu'est-ce que je peux dire, en fonction de la puissance politique.
l'État, je veux bien que les gouvernements qui sont mis en place, ce sont des gouvernements politiques, mais il faut nécessairement d'abord revenir à la logique selon laquelle l'État d'abord a l'obligation de gérer cette cité telle que le prévoient les institutions de la République. Si sur le plan économique, nous n'avons pas l'exploitation ou des gestions des entreprises qui gèrent ou qui travaillent, qui exploitent nos richesses avec un contrôle repensé, avec un contrôle bien mis en place, évidemment, puisqu'avec l'élément, le fléau qu'on appelle la corruption, c'est tout à fait évident qu'on ne puisse pas espérer aux résultats positifs de tout ce que nous pourrons produire sur le plan national. Donc le MOCAP pense qu'il faut nécessairement une gestion rigoureuse des ressources de l'État. Mais cette gestion rigoureuse, elle est totalement absente. Absente de nos institutions. Alors, on va dire, en quoi le MOCAP se distingue-t-il des autres formations politiques sur la scène nationale? C'est très important. Ah oui, je pense que cette question est la bienvenue. Cette question est la bienvenue. Le MOCAP est un organe de la société civile, quand bien même on peut dire que tout ce qu'on fait a trait à la politique, ben c'est tout à fait normal. Le MOCAP, celui qui a mis en place le MOCAP, c'est d'abord un homme politique. Ce qui nous distingue de toutes les autres formations politiques ou sinon de la société civile ou les autres organes de la société civile, c'est au niveau de l'intégrité et de la responsabilité morale. Nous avons, à la différence de tous les autres, je ne jette pas l'anathème sur X ou Y organe ou parti politique, mais j'ai dit au niveau du MOCAP, nous avons cette fibre de la transparence, de la loyauté, de l'honnêteté, de la vérité, de la justice. Il ne faut pas mentir au peuple. Il ne faut pas tromper le peuple. Même si la vérité que vous devez dire au peuple devra coûter cher à votre position politique ou sinon votre position au niveau de votre fonction, il vaut mieux que cette position prenne un coup parce que vous auriez dit la vérité ou que votre position politique prenne un coup parce que vous auriez dit la vérité à la population. Vous savez, la vérité, le peuple veut savoir tout ce qui s'est fait. Il ne faut pas mentir au peuple. Si on reconnaît la souveraineté du peuple, alors on reconnaît la souveraineté de Dieu. Et si l'on reconnaît la souveraineté de Dieu, on ne ment pas à Dieu parce que Dieu connaît tout. Et comme... À ce niveau, oui, on va avancer sur les enjeux nationaux. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels le Gabon est confronté aujourd'hui? La mentalité citoyenne, le premier défi. Parce que la mentalité citoyenne est complètement pervertie, corrompue, égarée. Cette mentalité, ce défi-là. Je ne sais pas comment on y arrivera, mais je dis, ça, c'est le plus grand problème parce que ce n'est pas un problème des institutions. C'est un problème de la mentalité citoyenne. Elle est complètement pervertie, elle est très appauvrie, elle est déracinée, elle est délocalisée, elle est complètement empestée, elle est polluée. Et c'est ça qui va faire en sorte que même lorsqu'on peut vous confier une institution à gérer ou une affaire publique à gérer, on ne peut plus la gérer telle que cela le commande. Vous allez la gérer avec les intentions qui sont les vôtres et ces intentions, peu importe ce qu'elles sont, peut-être qu'elles sont peu orthodoxes, qu'elles sont certainement orthodoxes, mais dans tous les cas, puisque je l'ai dit tout à l'heure, à l'instant, dès lors que la conscience est polluée, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Bien sûr que si, j'en suis une exception. Je ne me jette pas les fleurs, mais j'en suis une exception. J'ai une main blanche. Donc voilà, ce n'est pas tant qu'on ne m'aurait pas donné à gérer des affaires publiques, mais si jamais il arrivait comme je donne des affaires publiques à gérer, et je le dis devant la face du monde et devant le peuple gabonais, que je ferai la gestion de ces affaires qui m'auront été confiées par le chef de l'État ou par toute autre autorité de la République, et le faire avec loyauté, avec sincérité et avec vérité et transparence. Donc, ces enjeux, le deuxième que je pourrais relever ici, c'est l'exploitation de nos ressources. Dans les solutions. Oui, l'exploitation de nos ressources
Je rends hommage au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, lorsqu'il a fait venir le président Macron sur le territoire national récemment. Il a relevé le fait que désormais, ce sera un partenariat gagnant-gagnant. Le discours qu'avait prononcé le chef de l'État en présence du président de la République française était un discours qui, pour ma part, était le bienvenu. Donc ça, il faut l'exploitation juste de nos ressources. Puis le troisième enjeu, le troisième défi, c'est le contrôle. Parce que nous sommes habitués au Gabon à gérer les affaires publiques sans contrôle. Chacun gère les affaires publiques comme il l'entend. Il n'y a pas de rendu, il n'y a pas de rapport fiable et limpide. Chacun les gère comme il l'entend, comme il le comprend. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État est en train de porter la veste de militaire, bien que ne l'ayant plus sur lui, mais il est en train de porter la veste de militaire. Il faut nécessairement de la rigueur. Celui qui touche à ce qui appartient à l'État doit être châtié sévèrement. Il faut frapper fort pour que ça fasse école à d'autres personnes qui sont là, qui regardent. Et donc, pour ma part, le dernier défi que je pourrais relever ici, il y en a plusieurs, hein, on ne va pas tous les citer ici. Le dernier défi, c'est au niveau de la solidarité nationale. Il n'y a pas une solidarité nationale dans ce pays. Cette solidarité, elle est morte depuis je ne sais combien de temps. Les Gabonais ne sont plus solidaires. Il suffit de voir tout ce qui s'est produit sur le territoire. Les Gabonais ont cessé d'être solidaires. Sincèrement, ça me fait souffrir chaque jour. Et on peut regarder un compatriote qui est en train d'être abusé par les vandales. Tout le monde va rester là pour filmer. On peut voir un compatriote en conflit avec un sujet extérieur, un sujet étranger. Je ne parle pas, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. On ne vient pas s'imprégner ou prendre connaissance de quoi il est question pour essayer de défendre son compatriote. Les Gabonais qui sont à l'étranger, qui passent des moments difficiles, on n'est plus solidaires. Ceux qui sont là sur place, on a des familles qui souffrent, il n'y a plus la solidarité. Monsieur le Président, oui. Permettez-moi, cette partie m'interpelle de vous poser la question de savoir quel est votre sentiment sur la situation que les Gabonais vivent en ce moment sur les crimes rituels et quelles solutions pouvons apporter à ce sujet-là. Je pense, j'ai été contacté par les médias depuis la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État par les différentes composantes, en l'occurrence le CEC. Lorsque cette question a été soulevée par le Conseil économique et social par son président, M. Guy Bertrand Mapambou, je pense que les médias qui avaient encore des archives dans leurs institutions s'étaient souvenus que je suis pratiquement le premier à prôner le retour à la peine de mort dans notre pays. Depuis 7 ans aujourd'hui, jour pour jour. Je me suis battu et je continue de me battre pour le retour à la peine de mort. Je mène ce combat depuis 7 ans. Les crimes rituels au Gabon, c'est un fléau, c'est un phénomène dont l'État devrait avoir un regard très pointu là-dessus. Il faut que nous soyons très pointueux par rapport à la question de crimes rituels. Les crimes rituels ne peuvent pas s'arrêter comme ça parce qu'on aurait pris des mesures d'interdiction des crimes rituels. C'est un phénomène. Lorsque quelqu'un est habitué à tuer, ce n'est pas les mesures que vous prendrez qui soient autres que la peine de mort qui vont l'arrêter dans sa basse besogne. La violence, c'est une autre violence qui l'arrête. Une force, c'est la force supérieure qui l'arrête. Nous l'avions constaté même lorsque nous faisions des arts martiaux, quand nous montions sur le ring et quand on faisait face à un champion, il fallait nécessairement se surpasser
ou surpasser la force de ce champion pour le terrasser afin de prendre la ceinture. C'est une illustration palpable et patente. Il faut nécessairement prendre des mesures. Mais ici, lorsque je sollicite l'intervention, l'approbation de la population pour le retour à la peine de mort, ici, ce n'est pas pour sanctionner quiconque a été à l'origine de la perte d'une vie de quelqu'un. Non, il y a deux circonstances. Il y a des circonstances volontaires, il y a des circonstances involontaires. Pour quiconque prend son arme blanche ou à feu et supprime la vie de son semblable, je pense pour ma part, et il n'est plus question de trop réfléchir sur la sentence qu'il faut lui infliger. Il faut nécessairement prendre des mesures, peut-être pas forcément le mettre au poteau, mais il y a des substances qui peuvent faire en sorte que cette personne qui aura tué un individu de façon volontaire soit également frappée par la même sentence, par le même châtiment. Aux États-Unis, il y a une substance qu'on injecte. On peut aussi utiliser la chaise électrique, pas forcément au poteau, pour ne pas faire couler le sang. Parce que nos génies ne veulent pas, encore que pas forcément les génies. C'est traumatisant de voir le sang d'un être humain couler sous vos yeux. Ça peut vous causer des traumatismes. Donc je pense que la sentence sur les auteurs des crimes rituels, pour ma part, ce sera la peine de mort pour mettre fin à ce fléau, parce que les familles entières sont endeuillées. Vous n'avez aucune idée de combien les familles sont endeuillées chaque jour pour ces crimes rituels. Les gens estiment que, je ne sais pas d'où vient la logique selon laquelle, si vous n'avez pas pris les organes des êtres humains, vous ne pouvez pas avoir l'ascension professionnelle. Je dis ça, ce sont des rites qui nous ont été importés. Ce sont des marabouts, des charlatans qui sont venus d'ailleurs, qui ont inculqué ça dans la mentalité de nos compatriotes. Et encore que ce n'est pas forcément eux, ce sont nos compatriotes qui ont été omnibulés par cette idée, pensant que bon, il faut nécessairement mettre fin à la vie de son semblable en lui ôtant les organes et aller donner au marabout. Je ne sais pas à quoi servent ces organes, pendant combien de temps, encore que rien n'est éternel. Je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce possible qu'un État comme le nôtre arrive à garder le sang-froid face à de telles actions, face à de tels actes, face à de telles abominations. Je me suis toujours posé cette question. Et à la fin, je me suis dit, ben c'est finalement l'État qui organise tout cela. Parce que si le sol sur lequel, d'accord, nous sommes nés, le sous-sol dans lequel nos placentas sont enterrés, commence à nous faire peur, commence à nous hanter, commence à nous angoisser, je pense que ce n'est pas un autre sol qui va nous accueillir. La meilleure paix, nous la trouvons que sur notre propre sol. La meilleure tranquillité, nous la trouvons que sur notre propre sol. Et il n'est pas question de laisser que notre sol nous hante parce que quelqu'un aurait planté quelque chose qui nous hanterait ou qui nous mettrait dans une angoisse perpétuelle. Ça, je dis, ce n'est pas possible. L'État doit prendre des mesures et des mesures qui répondent de façon proportionnelle aux actes de criminalité, pour ne pas dire aux actes de crimes rituels. Il faut frapper fort et frapper encore fort. On ne va pas envoyer ces gens-là en prison parce que les structures d'accueil au niveau des prisons ne sont pas prêtes à pouvoir accueillir ces mondes. Tout ce monde, déjà même ceux qui volent, les jeunes qui volent, les structures sont complètement saturées. Ce sont les criminels de sang, les meurtriers de sang qui vont être logés où là. Même s'il faut construire une nouvelle prison, comme le proposait quelqu'un, un homme politique. Mais on va le construire avec combien? Quel est le coût qui va être alloué à la construction de cette prison? Si nous avons même des personnes, des Gabonais, comme nous autres, qui n'avons pas de logement, nous n'avons pas nos maisons à nous, ben c'est pas la prison qu'il faut d'abord prioriser. Donc ce n'est pas la priorité. Et s'il y a une solution de mettre fin à ce genre de choses, ben il faut prendre des solutions drastiques, des solutions proportionnelles aux actes qui sont commis par ces derniers. C'est pour moi, pour ma part, ce n'est pas qu'on va éradiquer les envies de crimes, mais on va atténuer la proportion de ces crimes. Vous savez, lorsqu'on saura que maintenant
nous avons validé, sur du moins le peuple valide le retour à la peine de mort. Ceux qui ont ces appétits criminels, je vous assure, avant que de recommencer à commettre un tel acte, ils vont d'abord réfléchir par 1200 fois avant de se remettre sur le chemin du crime. Et ça, c'est important d'atténuer cette tendance, d'atténuer cette courbe. Il faut nécessairement des mesures telles le retour à la peine de mort. Pas forcément qu'il faut les mettre au poteau, pas forcément qu'il faut les mettre sur la chaise électrique, mais on peut procéder à une injection de la substance mortelle sous silence qui ne fait pas de fracas ni de bruit. Et la sanction que j'estime, c'est la peine de mort. Il le faut nécessairement. Sinon, nous allons revenir sur la même chose après plusieurs années. Parce que ce qu'on oublie, c'est que la vie est sacrée. Et notre véritable gardien, sur le plan purement civil et humain, c'est l'État. Notre protecteur, c'est l'État. Si l'État s'avoue vaincu face à cette menace, mais qui nous protège? Qui nous protège? C'est la question que je pose. Si l'État s'avoue vaincu, qui nous protège? Si l'État ne prend pas des mesures drastiques, qui nous protège? Voilà. Pour ma part, la cinquantaine d'années que nous avons aujourd'hui, nous ne sommes pas nés avec cette cinquantaine d'années. Nous sommes nés à 0 jour des entrées de nos mamans. Cela veut dire que nous sommes passés par la même jeunesse à laquelle sont nos enfants aujourd'hui, nos jeunes gens. Les stupéfiants, les drogues ont toujours existé. La cocaïne a toujours existé. Le chanvre a toujours existé. Mais nous fûmes cette jeunesse qui, malgré l'existence ou la présence de ces stupéfiants, nous avions conscience que nous sommes des êtres doués de raison, dotés d'intelligence, et que nous ne devrions pas se permettre à se salir parce qu'on manquerait de ceci ou de cela. Moi, je suis fils de prolétaire. J'ai vécu les réalités que peut-être beaucoup n'ont pas forcément vécues. Nous mangions des badames de bord de mer, nous mangions des mangues vertes, nos parents n'avaient rien qui pouvait attirer les regards. Mais ce n'est pas parce que nous fûmes pauvres que nous étions obligés de recourir au vol, au braquage. À l'époque, on les appelait les coulmondières. Aujourd'hui, ce sont les bangandos ou les braqueurs. C'est pour dire à la jeunesse que les phénomènes ne sont pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours existé. Mais à chaque génération, ses influences, sa mentalité, sa réflexion. Je pense que la jeunesse aujourd'hui a adopté une très mauvaise réflexion. Cette réflexion ne permet pas à la jeunesse d'être digne de respect dans la société, d'être considéré dans la société. Je ne refuse pas que la situation sociale est telle que nous la constatons tous et nous la connaissons tous. Elle est difficile, elle est déplorable. La misère, la pauvreté, la souffrance. Il est très révoltant de savoir que vous qui êtes citoyen, vous êtes pauvre aux côtés d'un sujet étranger qui vient d'arriver, qui a peut-être traversé l'océan en pirogue et qui aujourd'hui, c'est chez lui que vous allez demander du pain, c'est chez lui que vous allez demander de l'eau, c'est chez lui que vous allez demander de la viande. C'est la chose la plus horrible qu'on puisse vivre dans ce pays. Ce n'est pas tant que nous devons en vouloir à nos frères extérieurs. On n'a pas le droit. Dieu dit d'accueillir l'étranger. Mais il faut quand même que la jeunesse comprenne qu'elle peut se ressaisir. Tuer quelqu'un, aller voler, aller nuire à la vie de l'autre, la tranquillité de l'autre, est une malédiction que Dieu inflige à quiconque se livre à de telles pratiques. La jeunesse, le message que je peux vous donner aujourd'hui, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ouvre la brèche, ouvre la voie à toute la jeunesse. Il y a des sociétés. Chaque société a l'obligation d'embaucher les Gabonais avec ou sans diplôme. Allez-y dans des sociétés, dans des entreprises. Si une entreprise refuse de vous embaucher parce que
elle serait en sureffectif, vous avez le droit de vous prononcer, peut-être même dans les médias, et de dire que j'ai été dans telle société pour aller faire un HTM, homme à tout métier, mais on ne m'a pas pris, même s'il faut faire le nettoyage. Vous savez, quand vous travaillez pour avoir votre salaire, vous êtes plus conscient que lorsque les choses vous viennent tous les jours dans la main. Il faut nécessairement trouver une activité qui peut vous aider à vous prendre en charge. Aller braquer quelqu'un n'est pas une solution. Aller voler n'est pas une solution. À la fin, avec de nouvelles mesures qui sont en train d'être prises, vous serez peut-être abattu par une balle perdue que les forces de l'ordre pourraient diriger contre vous. Parce que simplement, ces forces de l'ordre pourraient vous trouver comme étant un élément dangereux. Vous voyez, vous auriez perdu votre vie de façon précipitée et précoce pour rien. Je vous encourage, jeunesse gabonaise, à intégrer le marché de l'emploi. Même si vous n'avez pas de diplôme, même si vous n'avez pas de dossier, allez-y dans les entreprises, allez-y dans les sociétés. Je peux vous les citer Emeraude, la démocratie, la Baie des Rois, au Cap, j'en passe. Toutes ces sociétés, le chef de l'État a déjà donné l'ordre, elles peuvent vous employer avec ou sans diplôme. Même si tu n'as jamais rien fait de ta vie, allez-y, on va vous embaucher. Si on vous refuse, ben faites-le savoir, d'une manière ou d'une autre. Mais si là-bas aussi on vous refuse, ailleurs on ne vous refusera pas forcément. Le travail, c'est l'ami des vivants. Prenez des initiatives. Il y a des banques qui ont été mises en place, telles que la BCEG, je pense, BCEG, voilà, pour accompagner les Gabonais. À ces banques-là aussi, je voudrais adresser un message. Les critères d'octroi de crédit ou de prêt doivent être un peu souples par rapport à un compatriote qui n'a pas comment vous appelez ça, qui n'a pas grand-chose, qui n'a pas de garantie. Hein? Il faut assouplir les mesures parce que franchement, ça aussi, ça décourage. J'ai vu des Gabonais qui sont allés à la BCEG, je pense, je sais pas comment ça s'appelle, BCEG, et qui sont revenus avec leur dossier parce que ne pouvant pas trouver gain de cause. Sincèrement, il faut qu'il y ait des microfinances qui accompagnent les jeunes Gabonais dans leur initiative. Lorsque les mesures sont prises en partenariat, de façon consensuelle avec ce jeune, lorsqu'on lui prête de l'argent, qu'on nous dise que dans 2 mois, tu devras commencer à rembourser, comme on a vu avec les taxi Gab. Dans 3 mois, tu vas commencer à rembourser avec un taux de ceci. Le jeune doit être conscient que ça, on me l'a dit, et je dois absolument travailler et multiplier ce qu'on m'a donné pour que je sois désormais autonome. S'il arrivait qu'il fuit avec cet argent, je pense que il n'ira pas sous terre. On mettra forcément la main sur lui ou sur elle. Mais je voudrais que les mesures soient très souples par rapport au prêt ou sinon à l'octroi de crédit aux Gabonais. Cette affaire des banques-là, vraiment, sincèrement, c'était mal pour les jeunes Gabonais ou pour l'initiative locale. C'était mal qu'on essaie de revoir les textes bancaires par rapport au crédit à louer ou à octroyer aux initiatives locales. Ça, c'est le message que je peux adresser à la jeunesse. Voilà. Merci. Pour le mot de fin, ce que je dirais d'abord à l'endroit des pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous avons le nouveau gouvernement. C'est un gouvernement de défi. Et je voudrais attirer l'attention des membres du gouvernement en ce sens que le chef de l'État a fait confiance à chaque membre du gouvernement à accomplir les missions qui seront les vôtres. Et je voudrais que j'en propose, comme l'a demandé d'ailleurs lui-même le chef de l'État, faites de la communication sur l'exécution des tâches, sur vos tâches régaliennes. Le peuple veut savoir quel est le budget qui a été alloué à un ministère. Le peuple veut savoir quels sont les différents projets que devra réaliser le département ministériel. Le peuple veut savoir combien il en reste dans le budget qui a été alloué. Et quels sont les projets prévisionnels, les budgets prévisionnels. Il faut nécessairement communiquer au peuple pour que les populations ne se posent pas des questions,
Mais que fait tel ministre? Pour ma part, je souhaiterais que la communication se fasse au moins une fois par mois. Un bilan mensuel pour chaque département ministériel serait le bienvenu. Ça donnerait une lecture limpide au Gabonais lambda par rapport au fonctionnement du membre du gouvernement. Le message que j'adresserai à la population gabonaise est le suivant. Je suis un acteur politique, mais beaucoup plus un acteur de la société civile. Je me bats pour les droits des citoyens, pour la défense des droits des citoyens. Je suis épris de justice, d'équité et de vérité. Je souffre chaque jour pour le constat que j'ai fait en ce qui concerne le contraste, les inégalités. J'en souffre depuis des années. Et je sais et je crois qu'il y aura forcément un lendemain meilleur. Mais la patience, la souffrance qui frappe chaque jour nous donne l'impression que cela n'arrivera jamais. Mais ce n'est qu'une illusion. Il y aura forcément un jour qui fera sourire chaque Gabonais. Moi, je le rêve. Je rêve qu'un jour, les Gabonais seront tous prospères, chaque famille qui compose ce pays. Dieu merci. Je dis bien Dieu merci et en lettres d'or pour l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci. Je dis, il n'est pas parfait. C'est un être humain comme vous et moi. Comme on le dit, l'œuvre humaine est imparfaite. Mais je peux vous assurer, je peux vous le dire, et je ne me trompe pas dans ce que je dis, que Brice Clotaire Oligui Nguema est le fils véritable du pays. Et je l'ai souvent dit que le premier vrai Gabonais, président de la République, c'est bien Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'on lui fasse confiance. Cet homme, c'est notre génération. Et il est temps de lui faire confiance. La fibre qu'a Oligui Nguema, c'est la fibre du patriotisme qu'a Oligui Nguema, c'est la fibre de notre génération. Nous aimons ce pays. Et Brice Clotaire Oligui Nguema a cette fibre qu'il veut impulser. Mais, malheureusement, il rencontre un système qui fait blocage à ses élans. Mais il n'a confiance au peuple. C'est vous l'espoir de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est vous la confiance de Brice Clotaire Oligui Nguema. Si vous faites confiance au chef de l'État, si vous l'accompagnez dans ses projets, je vous assure, sans risque de me tromper, et je ne me tromperai pas, que Brice Clotaire va satisfaire le cœur du Gabonais. Et j'espère simplement que vos prières qui montent vers Dieu montent aussi en faveur de lui. Parce que la première prière qui doit être adressée à Dieu pour votre pays doit être en faveur du chef de l'État pour que les projets qu'il a dans son cœur puissent aboutir. Pour qu'il ait santé et qu'il ait une longue vie. Accompagnons-le. Il a plus d'ennemis que d'amis. Il a plus d'opposants que de partenaires. Et si le peuple l'accompagne, si le peuple est avec lui, il va réussir dans son mandat. Et à la fin, nous allons tous nous frotter les mains. Je compte sur le peuple gabonais et je vous fais pleinement confiance. J'espère simplement que ce message a touché le tréfonds du Gabon pour que les uns et les autres prennent conscience. Ne prêtez pas attention à ce que les détracteurs peuvent vous dire. Oligui Nguema ne m'a pas donné l'argent pour venir parler. Il ne m'a pas donné la voiture pour venir parler. Il ne m'a pas donné la maison pour venir parler. Mais j'observe, je suis quelqu'un d'épris de justice. Quand la chose est bien faite, j'applaudis. Quand elle est mal faite, je dénonce. Donc, j'espère simplement que vous allez lui faire confiance et vous allez continuer de le soutenir. Soutenons-le. Je répète, soutenons-le. Soutenons le président de la République. Soutenons-le dans sa prise de position, dans ses projets. Soutenons-le. N'écoutez pas, ne prêtez pas l'oreille aux détracteurs, à ceux qui ont voulu garder le Gabon en captivité, à ceux qui ont voulu garder le Gabon comme leur propriété. Je ne cite pas le nom de quelqu'un ici, mais accompagnons le chef de l'État, accompagnons la République.
accompagnons le gouvernement qui est sous sa charge. Accompagnons leurs projets, soutenons-les. N'insultons pas notre pays, n'insultons pas nos autorités, ne manquons pas de respect à nos autorités. C'est indécent parce que l'éducation que nous avions reçue de nos parents ne nous donne pas le droit d'injurier quelqu'un ou de manquer de respect à son semblable. Même si il nous fait du tort, mais il faut avoir raison gardée. Il faut avoir la décence de langage. Vous pouvez faire savoir votre mécontentement d'une autre manière, d'une autre façon, plutôt que de verser dans l'injure, dans l'invective, dans le mépris. Donc je compte sur chacun d'entre vous pour justement accompagner le chef de l'État, accompagner les pouvoirs publics, accompagner nos autorités, et que vive le Gabon, notre pays, la terre de nos ancêtres. Je vous remercie.